Nous sommes mardi le 4 mai 2021. Bienvenue à En Zone Neutre. Et oui, nous voici maintenant arrivés au 4 mai, déjà le mardi 4 mai. Et qui dit 4 mai dit on s'enligne vers les séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Ça ne sera pas tellement long. Je vais vous apparaître dans quelques instants. Me voici. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comme j'ai dit, nous sommes le 4 mai, une semaine un peu pluvieuse. J'en profite pour plugger que le podcast est une commandite de l'Auberge et Club de golf Héritage. C'est à Notre-Dame-de-la-Paix, en Outaouais. Réservez vos temps de départ, 819-522-6622. Il va y avoir du beau golf en fin de semaine. Ça annonce très beau en fin de semaine. Si ça peut continuer, si ça peut rester comme ça. Donc, réservez vos temps de départ, 819-522-6622. J'ai joué en fin de semaine. Super parcours, encore une fois. Je me suis amusé comme un petit fou. Donc, allez faire un tour de ce côté-là. Et voilà. Donc, on parle de sport ce matin. On parle de sport à tous les matins. Hier, j'ai pris congé. Pour passer du temps avec mon fils. Donc, j'ai pris cette journée-là de congé. On a eu du fun. Je pense qu'on a pris du temps pour nous. Puis ça a fait du bien. Donc, me voici de retour mardi le 4 mai. Hier on n'a pas le choix de parler de hockey. Là. Hier avait lieu en même temps 2 gros matchs de hockey. Le Canadien qui affrontait les Maple Leafs de Toronto pour ce qui allait probablement être, disons-le, l'affrontement de premier tour du Canadien. Et en même temps, les sénateurs d'Ottawa qui affrontaient les sénateurs d'Ottawa qui affrontaient les Jets de Winnipeg. Les Jets qui sont 3e au classement en ce moment dans la division Nord. Hier, 4 points séparaient les Jets des Canadiens de Montréal avec le même nombre de matchs disputés. Et avec une victoire du Canadien et une défaite des Jets, le Canadien se rapprochait à 2 points, ce qui est arrivé. Donc, le Canadien l'a emporté 3-2 en prolongation contre les Maple Leafs de Toronto. Encore une fois, Cole Caulfield qui joue les héros, marque son 2e de la saison, 2e but gagnant en prolongation. Donc, à 3 contre 3 en prolongation, on ne se pose pas de questions du côté de Dominique Ducharme. On envoie le petit patineur fougueux Caulfield qui a reçu une savante passe de Petrie. Mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est que Armia, Yoel de son prénom, a finalement compris qu'il allait marquer ou être plus utile à son équipe en allant se parker le derrière d'en face du goaler. Puis c'est ce qui est arrivé hier sur le but de Caulfield. Une belle passe de Petrie à la remorque, comme on dit en français. Et Armia qui s'en va se parker devant le gardien de but, Campbell des Maple Leafs, qui n'a jamais rien vu. Armia qui fait, je ne sais pas c'est quoi son pedigree, mais il doit faire 6 pieds 3 facilement, 6 pieds 3, 6 pieds 4 peut-être, Armia. Et il est allé se parker devant la face du goaler. Puis Caulfield qui a un tir vraiment foudroyant, un tir du poignet foudroyant, mais surtout très, très précis. Est allé loger ça dans la lucarne, comme on dit, et sceller l'issue du match. Donc, victoire de 3-2 du Canadien. Donc, Caulfield trouve le moyen, malgré le confinement et le fait qu'on ne peut pas se rassembler au Québec, Caulfield trouve le moyen de créer des rassemblements parce que le banc s'est vidé, tout le monde est allé le féliciter pour son but. Il a créé un rassemblement à sa manière. Donc, 2 points super importants pour le Canadien. Et pendant ce temps-là, les Jets de Winnipeg étaient en visite à Ottawa pour affronter les Sénateurs. C'était un must-win pour eux autres aussi parce que justement, le Canadien est en 4e position. On parlait à un certain moment donné pendant la saison que le Canadien devait se méfier des Flames de Calgary qui pourchassaient justement le 4e rang. Les Canucks de Vancouver qui n'avaient pas disputé beaucoup de matchs à cause de la COVID puis qui ont été très, très affectés. Donc, les Canucks pouvaient quand même aspirer à rattraper le Canadien à un certain moment donné. Mais là, on a changé du côté du Canadien un petit peu
la discussion. Maintenant, on parle de justement se libérer de la 4e place, essayer d'aller chercher la 3e pour ne pas affronter justement ces puissants Maple Leafs en première ronde. Donc, le Canadien, si les Canadiens réussissent à passer en 3e position, affronteraient les Oilers d'Edmonton en première ronde plutôt que les Maple Leafs de Toronto. Là, vous allez me dire, McDavid, Draisaitl, est-ce que c'est vraiment mieux que Matthews, Marner et compagnie? La question se pose. Le Canadien qui réussit quand même à tirer son épingle du jeu contre les Maple Leafs, alors que McDavid a fait mal aux Canadiens cette année. Un petit peu moins que les Sénateurs d'Ottawa, mais McDavid a fait mal aux Canadiens cette saison, ça c'est certain. Fait que je ne sais pas c'est quoi le meilleur fit en série, mais tu veux vraiment, vraisemblablement, tu ne veux pas affronter l'équipe de première place, surtout quand cette équipe-là accumule les points. Puis on s'entend là, donner un avantage numérique présentement aux Maple Leafs de Toronto, c'est quasiment leur donner un but. Là. Aussitôt qu'ils se retrouvent en avantage numérique, cette équipe-là est tellement bien rodée avec Matthews, Marner et Nylander. Et ensuite de ça, tu rajoutes un John Tavares à la pointe. Disons que 4 sur 5 et le défenseur qui joue avec eux autres, c'est soit Morgan Riley ou son nom m'échappe là, mais en tout cas, donc c'est quand même pas piqué Jake Muzzin. Donc, c'est pas piqué des verres quand même. Un avantage numérique, première vague qui fait vraiment mal. Et dans ben des cas, la deuxième vague touche pas à la glace. Là. C'est la première vague qui est là pour probablement 1 minute et demie. Puis s'ils n'ont pas marqué, ben là, on voit la deuxième vague. Mais généralement, ils marquent en 1 minute et demie en avantage numérique. Donc, c'est vraiment une puissance offensive dans la Ligue nationale. Puis tu veux pas nécessairement affronter cette équipe-là au premier tour. Donc, de là, l'importance de monter au classement puis probablement finir 3e du côté du Canadien puis affronter les Oilers, même si les Oilers sont tout aussi forts en avantage numérique et même à 5 contre 5 au niveau de l'offensive, ça demeure que du côté de la défensive et des gardiens de but, c'est probablement un peu moins solide que les Maple Leafs. De là, se tailler une place là, en 3e place. Donc, les Sénateurs d'Ottawa, hier, pouvaient donner un fier coup de main aux Canadiens de Montréal. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont emporté 2-1 contre les Jets. Les Sénateurs avaient pris les devants très tôt en première période et l'ont emporté 2-1 au final. Un but de chaque côté en 3e période pour sceller l'issue du match, 2-1. Donc, les Sénateurs pourraient terminer 5e aussi au classement. Ils sont en train de rattraper justement les Flames de Calgary qui sont au 5e rang. Ils continuent de battre sur une base régulière les Canucks, les Flames et les Jets pour donner un coup de main justement aux Canadiens et par la force des choses là, aux Maple Leafs et aux Oilers aussi. Donc, les Sénateurs, les Pesky Sens, comme on les appelle dans la région de la capitale nationale. Pourquoi Pesky? Pesky veut dire embêtant et les Sénateurs, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on les a sortis du portrait des séries, mais continuent de battre ces équipes-là qui, eux autres, essayent d'aller chercher des points de classement pour soit monter ou concrétiser leur position. Donc, c'est pas... les Pesky Sens, leur surnom leur va très bien et ce qui fait que c'est du hockey super le fun à regarder. Les jeunes joueurs des Sénateurs, là, quand ils embarquent sur la glace, eux autres, ils ont une mission. C'est aller chercher le plus de points possible, essayer de monter au classement puis de se préparer pour les prochaines années parce que l'avenir est pas mal belle là, dans la capitale nationale. Là. Il y a beaucoup de jeunes qui poussent. Cette équipe-là, on s'est débarrassé à la date limite des transactions de tous les vétérans qui comment je pourrais dire, qui créait un peu un ralentissement parce que cette équipe-là est hyper rapide, super dynamique à voir jouer. On avait greffé à cette formation-là plusieurs vétérans parce que c'est le modèle. C'est le modèle à suivre. On greffe des vétérans à des jeunes équipes pour leur donner un peu d'expérience, leur donner un petit peu de stabilité puis tout ça. Mais je pense que du côté d'Ottawa, on s'est rendu compte que cette expérience-là, ces vieilles jambes-là n'étaient pas capables de suivre ce que les jeunes loups des Sénateurs amenaient sur la glace. Et on s'est débarrassé de la plupart des vieilles jambes, justement, à la date limite des transactions pour donner le plus de temps de glace possible aux jeunes, notamment Tim Studsley et Daniel Norris, pas Daniel Norris,
En tout cas, Norris, son prénom m'échappe, mais Brady Tkachuk, là, Thomas Chabot s'est blessé dans le match d'hier. Ça ne devrait pas être très grave, donc il devrait être de retour à son poste au prochain match. Mais cette équipe-là est vraiment dynamique, est vraiment le fun à voir jouer et ils rendent de grands services aux Canadiens de Montréal parce que aussi les Sénateurs, puis là, je vais sortir la cédule, je ne l'ai pas devant moi, mais les Sénateurs vont affronter les Jets samedi prochain, encore une fois, et les Flames de Calgary par la suite. Donc, c'est ça. Oui, exactement. Donc, Winnipeg, c'était hier. Ils vont affronter Montréal. Donc, Ottawa peut causer des soucis à Montréal, justement, mercredi, demain soir. Par contre, après ça, ils vont affronter Winnipeg et Calgary. Donc, pourrait donner un coup de main par la suite. Donc, si Montréal peut battre les Sénateurs mercredi et que les Sénateurs battent les Jets samedi par la suite, ben là, on aurait Montréal qui se retrouve au 3e rang. Je pense que c'est plus un mystère. Là. Le Canadien va faire les séries. Ça va être excitant. On va avoir du hockey de série à se mettre sous la dent. Ça va être bien parfait, puis on va être bien content au Québec parce que ça va être annonciateur de jours meilleurs ou je ne sais pas comment le dire, mais bon, ça va être une bonne nouvelle. Côté du baseball majeur, hier soir, bon, les Blue Jays jouaient un petit peu tard. J'ai regardé le début du match, mais sans plus. J'ai pas regardé tout le match. Steven Matz qui était de retour au monticule. Steven Matz avait commencé la saison avec une fiche de 3 victoires, aucune défaite. Hier, les Blue Jays l'ont échappé, comme on dit. Matz a donné 3 points en deuxième manche aux Aces d'Oakland. Les Blue Jays sont revenus en début de troisième manche pour créer l'égalité 3-3. Mais en cinquième manche, les Aces ont marqué 2 points et ont scellé un peu l'issue du match dès la cinquième manche. Les Blue Jays ont rajouté 1 point en huitième pour que le match se termine 5-4. Victoire des Aces d'Oakland. Les Aces d'Oakland qui présentent une fiche de 18 victoires, 12 défaites. Donc, on se rappelle, ils en ont aligné quelques-unes de suite. Plus tôt dans la saison. Puis ils avaient mal commencé la saison, les Aces. Ils avaient commencé, je ne me souviens pas de leur fiche là, exacte. Là. Moi, je ne suis pas très bon pour retenir comme ça les statistiques sans les écrire, mais ils avaient commencé début de la saison, si je ne me trompe pas, avec 0-4 ou quelque chose comme ça, ou 1-4, ou en tout cas, dans ces eaux-là. Puis ils n'ont aligné 11 de suite par la suite. Donc, puis ça les a ramenés. On s'entend, 18 victoires quand tu en as 11 de suite. C'est quand même pas pire solide. Et là, ils continuent de gagner sur une base régulière, les Aces d'Oakland. Donc, puis hier, c'est drôle parce qu'à TVA Sport, ils présentaient Moneyball. Donc, j'ai écouté quelques petits passages de ce film-là pendant pendant l'entracte, les entractes, dans le fond, parce que je suivais les 2 matchs du Canadien et des Sénateurs. Et justement, c'est l'histoire de Billy Beane, justement. La manière de gérer une équipe différente dans le baseball majeur, le film avec Brad Pitt. Et je regardais ça, puis c'était justement, tu sais, je voyais les Aces d'Oakland, puis je me disais, ben ce modèle-là est encore utilisé par les Aces, peut-être pas à 100% les statistiques avancées, mais ça demeure le modèle de ne pas surpayer les joueurs, de ne pas accorder des gros contrats à des grosses vedettes, mais plutôt d'y aller avec des joueurs d'efficacité, donc des joueurs qui vont se rendre sur les buts, ils vont analyser beaucoup le on-base percentage, donc la moyenne de présence sur les sentiers. C'est beaucoup ça, Moneyball, c'est beaucoup ça les statistiques qu'ils regardent. Donc, ils vont sélectionner leurs joueurs en fonction justement de leur utilité dans l'équipe. Donc, voilà. Les Blue Jays, ils remettent ça ce soir, encore une fois, à 9h40, je crois, autour de ça, contre les Aces. Donc, ceux qui se couchent un peu plus tard, soyez là pour, justement, le match des Blue Jays. Sinon, dans le monde du tennis, je sais, je n'ai pas parlé de tennis beaucoup, mais je suis un fan, j'aime ça, j'aime beaucoup ça, le tennis, j'aime ça regarder les Canadiens. Félix Auger-Aliassime l'a échappé ce matin même, 6-1, 6-4, je crois, contre le Norvégien Ruud. Donc, Félix, qui était la 15e tête de série. Le tournoi, c'est la Mutua quelque chose de Madrid. Donc, c'est un des derniers tournois sur terre battue avant Roland-Garros. Donc, Roland-Garros qui a lieu à la fin du mois de mai, en tout cas qui débute à la fin du mois de mai, la dernière semaine de mai. Donc, Madrid est un des tournois préparatoires justement sur terre battue
au tournoi de Roland-Garros, qui est un tournoi du Grand Chelem. Donc, c'est peut-être un petit peu inquiétant de voir ça. Denis Shapovalov, lui, continue sa route. Il a gagné hier, donc voilà. Sinon, qu'est-ce qui est intéressant de voir dans ces tournois-là, c'est la pression qui est mise. Le tournoi a lieu à Madrid, en Espagne, donc la pression qui est mise sur ces joueurs espagnols-là. Rafael Nadal est le meilleur joueur au monde sur terre battue, ça c'est incontestable. C'est le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue, donc ça c'est incontestable. Il est espagnol et les joueurs espagnols ont la réputation d'être vraiment efficaces sur terre battue, justement. Et hier, justement, je regardais un match hier soir, un petit peu avant le hockey. C'était Pablo Carrena Busta, qui est un Espagnol, 10e tête de série du tournoi, donc une machine sur terre battue. Et il affrontait un gars qui était issu des qualifications, mais un gars qui cogne fort, un gars qui frappe fort, qui se déplace bien, 6 pieds 4, Federico de Blonis, je crois. Et ce Carreno Busta, qui aurait dû gagner, l'avait emporté au premier set 6-3, si je ne me trompe pas, 6-3 ou 6-4, était bien parti pour remporter le match. Puis, un moment donné, l'Argentin de Blonis s'est mis à frapper fort, mais fort. Tu sais, quand tu as moins de pression sur le match parce que tu as déjà perdu le premier set, tu es issu des qualifications, tu joues contre la 10e tête de série. Normalement, tu vas perdre ce match-là en 2 sets, puis il n'y a pas de pression sur toi. Il s'est mis à jouer avec une aisance puis à frapper tellement fort. Mais tu sais, souvent, les joueurs de tennis vont brosser la balle puis ils vont brosser pas mal tous leurs coups. Mais étant donné qu'ils ont une technique parfaite, la balle, elle rentre en fou pareil. Tu sais, c'est des machines. Là. C'est vraiment des machines. Mais lui s'est mis à frapper la balle à plat. Puis quand tu frappes la balle à plat, il faut que tu passes très, très près du filet. Et il s'est mis à ne plus rater aucun coup. Donc, il a sorti la tête de série Carreno Busta en 3-7. Donc, il a remporté le deuxième set. Puis, au dernier set, il a remporté 6-3 aussi. Donc, de Blonis, un gars qui arrive des qualifications, là, qui réussit à sortir Carreno Busta, qui est peut-être pas un des favoris parce que, justement, Nadal est présent à ce tournoi-là, qui est le grand favori. Puis, il y a Rublev aussi, le Russe, là, qui est vraiment très fort. Donc, il y a beaucoup de potentiel gagnant de ce tournoi-là avant Carreno Busta, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de pression sur ces joueurs espagnols-là quand c'est des tournois sur terre battue et c'est probablement pas la manière qu'il voulait préparer son tournoi de Roland-Garros, donc à suivre dans son cas, on va voir s'il va pouvoir rebondir puis être solide là, pour le restant de sa préparation en vue des internationaux de France. Donc, voilà, moi, j'aime bien ça, suivre le tennis. Je trouve que c'est un des sports les plus... où est-ce que la destinée du joueur est le plus entre ses mains. Tu sais, c'est lui contre quelqu'un d'autre et il n'y a rien d'autre. Là. Je veux dire, c'est un peu comme les gens qui trouvent que le golf, c'est pas un sport parce que tu n'affrontes personne. Tu affrontes juste le terrain, mais c'est un peu ça, la beauté de tout ça, c'est que c'est toi qui as ta destinée entre les mains puis c'est pas personne d'autre qui peut venir je sais pas, t'as pas d'excuse, tu joues pas contre personne, tu joues contre le terrain. Ben, au tennis, oui, tu joues contre quelqu'un, mais c'est quand même toi qui as ta destinée entre les mains parce que quand c'est toi qui es au service, tu es supposé remporter ton service. T'sais. Et le but comment tu gagnes des matchs, c'est en brisant le service de ton adversaire. Donc, c'est toi qui contrôles tout ça. T'sais. Puis, c'est des athlètes incroyables. Et quand on parle justement des meilleurs athlètes ou les meilleurs de tous les temps, tout sport confondu. On n'a pas le choix de parler de Roger Federer, de Rafael Nadal, de Djokovic. On a une ère tellement capotée au tennis en ce moment, ça n'a aucun sens. Ça fait 20 ans que ces gars-là sont sur le parcours, puis on vit ça, on peut regarder ces matchs-là, donc c'est vraiment incroyable de penser à ça, que 3 du top 10 de tous les temps au tennis, puis j'ajouterais peut-être Andy Murray, là, qui pendant des années a fait partie de ce top 4-là. Il était indélogeable, ce top 4-là. Les joueurs avaient beau, puis au tennis, comment les gens sont classés, il y a des points que tu défends année après année. Donc, si tu as participé, par exemple, à Madrid l'année passée puis que tu l'as remporté le tournoi, ben si tu termines deuxième, finaliste ou pire après ça, cette année, tu perds les points que tu avais accumulés l'année passée, puis c'est un total de points qui fait le classement, autrement dit. Donc, de penser que ces joueurs-là étaient 1, 2, 3 et 4 au classement sans aucune autre
aucun autre joueur qui venait s'immiscer là-dedans. C'est assez incroyable qu'il l'ait fait pendant autant de temps à 4 joueurs. Donc, c'est incroyable. Ben voilà, c'est ça. Déjà 20 minutes. J'essaie de me limiter à 20 minutes le matin pour pas, premièrement parce que c'est long uploader les épisodes chez nous à cause de mon Internet un peu douteux. Mais aussi parce que, bon, on se garde des sujets pour parler le jeudi soir. D'ailleurs, jeudi, en Zone Neutre Live, on va avoir un gros débat ou un gros panel de baseball. La gang de Passion MLB vont être encore là. C'est tellement intéressant de leur parler. Ils sont tellement bons, les gars. On va parler de sujets. On va parler de l'actualité dans le baseball majeur, c'est sûr, mais je veux les amener on va jaser du retour possible des expos parce qu'on va recevoir aussi sur le podcast Perry G. Perry G, qui est une figure très connue à Montréal. C'est probablement le plus grand fan de l'histoire des expos et c'est un collectionneur d'articles, justement, du baseball majeur, mais plutôt des expos. Tout ce qui s'est fait comme marchandises et tout. Donc, on va jaser avec lui parce que je pense que s'il y a quelqu'un qui va être hype, si le retour des expos se concrétise et tout, Perry G va être à l'avant-plan de tout ça. Donc, j'ai bien hâte d'y parler. Et moi, je ne connaissais pas ce gars-là du tout, étant pas à Montréal nécessairement. Et bon, c'est grâce à mon chum Éric Huard qui anime de main de maître les Sportscasters, qui est un podcast sportif aussi qui est excellent. Lui, il l'avait reçu en entrevue. Puis quand j'ai vu cette entrevue-là, j'ai dit, ce gars-là est tellement passionné, je veux absolument lui parler des expos. Ben, ça va se passer jeudi lors de En Zone Neutre Live. Donc, manquez pas ça, jeudi à 18h, encore une fois, à cause du couvre-feu. Mais on devrait être en mesure bientôt, là. J'imagine, avec la vaccination qui se déroule bien, on devrait être en mesure de probablement repousser ce couvre-feu-là à 21h30 bientôt. Puis, on va pouvoir faire le podcast à 7h, comme c'était le cas avant. Donc, merci d'avoir été là ce matin et on se reparle demain matin. Ciao!